tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test du Asus Zenfone 3 Deluxe, un smartphone qui vaut donc 700 € en version 64 Go ou 800 € en version 256 Go. Donc c'est un téléphone qui est haut de gamme, qui est le haut de gamme de chez Asus, même si Asus a beaucoup capitalisé sur le Zenfone 3 normal, qui à l'heure actuelle se trouve à moins de 300 €, ou voire 300 € avec pas mal de promos en ce moment qui viennent, donc autour des 300 €. Ici on est sur un téléphone à 700 €. Alors vous pouvez regarder la prise en main, j'ai fait un petit comparatif, il n'est pas sûr que le passage de 300 à 700 soit réellement important, mais aussi pour vous les finitions sont d'une grande importance, ça peut être intéressant. Pour vous aussi, si vous voulez une phablette aussi, cela peut être intéressant. Donc des choses très sympas. Donc là, je l'ai en version Gold, ce qui fait un petit peu plus premium. On a des finitions sympas. Ils avaient mis en avant le côté, en fait, les antennes invisibles. Elles sont quasi invisibles. On a quelque chose qui n'est pas forcément très compact, mais ça, on va voir ça dans le test. C'est un téléphone qui m'a plutôt plu, mais qui m'a un peu déçu côté autonomie. Ça, on y reviendra aussi. Mais qui a pas mal de petites qualités. On y reviendra quand même. Il y a encore des choses. Nougat devrait arriver bientôt, mais c'est d'abord le Zenfone 3 qui devrait l'avoir. Alors, il y a eu quelques soucis, donc ça devrait mettre un petit peu de temps. C'est un téléphone qui, comment dire, je le trouve sympa, mais est-ce qu'il vaut 700 €? Je suis pas sûr quand on voit son petit frère. Et ça, on va voir ça. Au niveau du design, donc là on a une évolution, on a quelque chose qui est assez différent du Zenfone 3. Donc là, si on regarde de plus près, alors on va faire déjà un petit tour du propriétaire. Alors ce qui est déjà bien, c'est qu'on a le retour des touches rétroéclairées, ce qui est plutôt une bonne chose, comme on peut le voir ici. Puisque le Zenfone 2 et Zenfone 3 n'en avaient pas. On a aussi, ils ont gardé ce côté circulaire qu'on a déjà au dos du Zenfone 3, mais qu'on a aussi sur les anciens Zenfone. Donc ça, c'est un côté un petit peu sympa, surtout avec l'or, ça fait un côté un peu bling-bling. Je pense que c'était un peu l'idée que voulait passer Asus sur ce Zenfone Deluxe, justement. Ensuite, alors, on a fait donc en haut, nous avons droit à la prise jack, et il nous avait parlé pendant la conférence du fait que ce soit le premier téléphone avec les antennes invisibles. Alors, elles sont pas totalement invisibles, mais elles sont très peu visibles. Je vais voir si je peux arriver. On va faire un petit zoom. Mais en fait, si vous voyez, hop, en fait, on voit ce minuscule trait ici qui est l'antenne, et on l'a aussi en bas. Donc ça c'est assez sympa, hein, parce qu'en fait c'est vraiment très très discret, il faut vraiment avoir l'œil, je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va essayer plus près. Allez, allez, allez. Là on les voit bien. Donc ça c'est plutôt sympa. Tac, on va revenir en normal. Ensuite, en dessous, nous avons donc le port micro USB type C avec le micro secondaire, enfin micro primaire et le haut-parleur. Nous avons sur le côté droit les deux boutons power et volume haut et bas, avec ce côté un peu circulaire qui est gardé, qui permet vraiment de les ressentir. Nous avons sur le côté gauche le tiroir, donc là on peut mettre soit deux SIM, soit une SIM et une SD. Au dos, on a le capteur d'empreinte, on a le capteur photo. Donc là, on a un système, alors... C'est double flash avec autre chose en fait pour viser, je pense. Enfin pour ça, on a le capteur laser qui est ici. Et en bas, nous avons Asus. Au niveau de l'écran, on peut remarquer tout de suite que... Alors, si on se met sur un écran approprié, on va se mettre sur lui. On peut voir ici que les bords ici sont noirs. Les bords noirs, en fait, se voient vachement...
C'est quand même très gros. Alors je sais pas pourquoi c'est présent même sur l'autre gamme, mais c'est présent. Donc ça c'est assez dommage. Donc là-dessus, on est sur quelque chose qui peut gêner au niveau visuel, parce que c'est vrai que c'est très particulier. Donc ça peut gêner, mais après, en l'état, c'est quelque chose qui devrait pas gêner la plupart des gens. Mais bon, c'est quand même visuellement, c'est dommage d'avoir ça, alors qu'on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus sympa visuellement, avec quelque chose qui est tout en or. Là, c'est pas le cas, donc c'est vraiment dommage. On se retrouve avec quelque chose qui autant quand c'est éteint, c'est très classe, autant quand c'est allumé, ça l'est beaucoup moins. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur son design? On a un design très très différent du Zenfone 3. On a quelques petits rappels du Zenfone 2 avec ce côté un peu bombé mais très léger. C'est tout en métal. Aussi, je pense que justement, ce côté antenne invisible, c'est fait aussi par le même système un peu que le G5, où en fait, ça doit être, je pense qu'il doit y avoir une partie de plastique, en fait, une espèce de peinture plastifiée, ou je sais pas trop comment dire ça, parce que en gros, le mobile chauffe quand même un peu. Mais par rapport ici, en fait, sur les tranches, ça chauffe beaucoup moins qu'au dos. Ça se ressent énormément. On n'a pas l'impression qu'il chauffe au dos. Donc, ce qui fait que ça a quelque chose de particulier. Aussi, donc, on est sur un 5.7 pouces, c'est assez large. Au niveau de l'optimisation de l'espace, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, on est sur un 5.7, donc c'est forcément un peu plus grand. Mais j'ai ressenti vraiment la différence par rapport au S7 Edge, qui est vraiment plus compact alors qu'il a 0,2 pouces de moins. Après, c'est un curvé aussi, c'est un peu particulier. Néanmoins, par contre, la prise en main est bien meilleure. On a une bonne prise en main parce que les tranches sont, elles sont un peu... je suis arrivé. Elles sont un peu... je trouve courbées, voilà. Courbées avec un léger chanfrein ici, qui permet vraiment d'avoir une bonne prise en main, surtout qu'on a le côté bombé qui aide beaucoup. Ce qui fait que sur la prise en main, ça garantit vraiment, en fait, on a vraiment l'impression de l'avoir en main. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, au niveau du capteur d'empreinte, donc comme on l'a en main, c'est plutôt bien, et après on peut facilement, j'ai pas trouvé de choses particulières à dire. Après, il est pas forcément efficace, je le trouve, assez bizarrement, je le trouve moins efficace que sur le Zenfone 3, et j'y reviendrai vite fait sur la surcouche, mais je l'ai trouvé moins efficace, c'est assez étrange, ce qui fait que je peux m'y reprendre à plusieurs fois, comme là, en fait, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Après, ce qui est bien, c'est qu'il est assez fin, donc pour ceux qui aiment bien avoir un design assez fin, c'est sympa. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Après, c'est plutôt bien, on sent quand même une différence de finition assez sympa entre le Zenfone 3 et le Zenfone Deluxe, mais dans la prise en main, on la ressent pas forcément, c'est-à-dire que on sent pas cette différence parce que sur le Zenfone 3, ça fait vert et c'est plutôt bien. Après, on peut voir les facilités. Ici, c'est plus des petites choses qu'on remarquera beaucoup plus tard que on va remarquer beaucoup plus tard que il est forcément mieux fini. Donc, c'est pas forcément ce que tout le monde recherche. Donc après, à vous de voir, mais il est vraiment très bien fini. Je trouve qu'il a une bonne gueule pour ceux qui veulent avoir un mobile qui se voit. Je trouve qu'il se voit vachement dans le sens où il en impose un peu. On sent vraiment qu'il dégage quelque chose, donc ce qui fait que c'est assez sympa. Franchement, j'aime beaucoup dans l'ensemble. Après, ça fait un peu particulier parce qu'on s'éloigne vachement du Zenfone 3 et en fait, ça cherche vachement le côté bling bling, je trouve. Alors après, à vous de voir, c'est vraiment le côté bling bling moi qui m'interpelle. Après, il est quand même très bien fini, ce côté un peu aussi, phablette aussi, j'aime beaucoup forcément. Mais il n'y a pas de gros défauts. Là où vraiment le gros défaut que j'aurais, c'est plus sur le côté justement, en fait, ces bordures noires qu'on a tout le long de l'écran, qui fait qu'à ce prix-là, c'est un peu particulier, mais toutes les marques le font, donc c'est pas un défaut spécifique à cette marque. Après, ce que je pourrais dire, je l'avais déjà dit sur le Zenfone 3, le capteur d'empreinte, il a un design quand même assez particulier. Je sais pas pourquoi ils font un design comme ça au lieu d'avoir un design carré, ce qui fait que, en fait, quand on l'utilise, en fait, on n'a pas cette même sensation que plus douce, on va dire, que les Honor ou les Huawei, ou même n'importe quel capteur d'empreinte où c'est beaucoup plus large. Ici, c'est tout le temps de longueur, en fait. Et par rapport au doigt, en fait, on va vraiment sentir ces deux bords-là. Et je trouve ça dérangeant. Donc après, je pense c'est pour que que Asus se démarque un peu, je pense. Parce que ça se ressent à l'utilisation et c'est un peu dommage. Moi, j'aime pas beaucoup. J'aime vraiment pas beaucoup ce type de lecteur.
dans le sens où enfin, le design est vraiment pas forcément beau, et il est pas cool à utiliser. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc ça après, je trouve que c'est, comment dire, subjectif, mais à la sensation, en fait, vraiment, en l'utilisant, ça se sent vraiment, et c'est beaucoup moins bien qu'un design rond, enfin un design qui fait bien le tour du doigt, rond ou carré. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça permet de se démarquer au niveau du design, mais à l'utilisation, je trouve ça moins agréable. Donc après, c'est du confort, bien évidemment, mais bon, c'est dommage parce que c'est juste du design. Donc voilà, donc un bon design, voilà. Après c'est surtout le capteur d'empreinte, mais pas de défaut particulier. Je le trouve assez réussi, assez léger. La prise en main est plutôt bonne pour un 5.7. Donc ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, vraiment. Au niveau de la surcouche, alors là on va être sur une surcouche assez particulière. Donc on est sur Zenui. Zenui donc en 6.0 pour l'instant, la version 7.0 devrait pas trop tarder non plus. Et on a donc du Zenui. Zenui, c'est en gros du Android sur une base Android, mais très largement retouchée et très lourde. Dans le sens où on va retrouver un petit peu tous les codes de Android de base, mais très largement retouchés. Donc c'est-à-dire on a ces raccourcis par exemple. En fait là on voit tout de suite le problème de cette surcouche, c'est qu'elle veut trop en faire. Donc là on en a énormément rien qu'à l'écran. Et on est obligé par exemple d'avoir ces raccourcis-là. On peut les modifier ici. Alors, hop. On peut les modifier ici, mais on est obligé de les avoir. Donc c'est ça qui est dommage. Après on va pouvoir donc afficher ce qu'on veut, mais on est obligé d'en avoir certains d'affichés. Et ça c'est assez dommage. Ensuite, nous avons donc le multitâche. Multitâche qui est un petit peu revu par Asus, que je trouve moins lisible. Ça fait un côté un peu carte, mais on n'a pas ce côté profondeur en fait. Et moi ça me dérange pas mal. C'est assez dommage. J'aime pas beaucoup. Ensuite, nous avons ici, donc au niveau des menus, alors le réglage, c'est ce qui montre tout le problème de cette surcouche. Regardez toutes les options qu'il y a. C'est énorme, c'est vraiment énorme. On a les paramètres personnalisés, on a les modes gants, options réglage rapide, qu'on a encore ici. On a donc le page génie du jeu, ça on y reviendra sur la partie jeu. Always on panel, donc là c'est pour que ça s'affiche toujours puisqu'on a un écran AMOLED. Donc là ça va permettre par exemple d'avoir ceci qui va s'afficher, voilà. Donc ça c'est assez sympa, par contre il y a quelques couleurs d'afficher, mais ça permet d'avoir toujours quelque chose d'affiché sans forcément consommer beaucoup plus. C'est pas comme LG qui eux mettent un écran IPS et mettent ce genre de fonction qui est fait pour un écran AMOLED. Nous avons le système, donc dans affichage, on va pouvoir gérer les couleurs d'écran, donc filtre bleu, super couleur standard, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Touch key, light always on. Donc là, on peut demander... Bon, alors c'est dommage, c'est pas traduit, mais en gros, ça va être pour dire que les boutons rétroéclairage toujours allumés. On va avoir... Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Le mode ne pas déranger. On a l'accueil, donc on peut choisir quel launcher mettre de base. Asus Cover, pour ceux qui veulent l'apprendre aussi. ZenMotion, donc là c'est tout ce qui va être côté tactile. Donc par exemple, on va mettre par exemple W, voilà, donc hop. Donc ici, on peut faire ça pour l'allumer. Bon, le problème c'est que comme on a un lecteur d'empreintes, ça limite. Donc là, on a bien sûr la météo. Alors en termes d'application, qu'est-ce qu'on a concrètement en plus ? On a Assistant audio, donc c'est une application qui est à part, qui va permettre de gérer et qui va trouver intelligemment, en fait, qui va s'adapter selon le type de médias que vous avez utilisé et qui va se mettre, en fait, qui va mettre un pré-réglage, donc film, jeu, musique, extérieur ou voix. Donc ça c'est quelque chose d'assez sympa. Et après on a les effets avancés. Donc là si vous voulez régler les basses, les aigus, volume et bien sûr l'égaliseur. Par contre c'est dommage parce qu'on n'a aucun pré-réglage. Donc il faudra faire les vôtres vous-même. Donc ça je trouve que c'est un peu moins cool parce que généralement il y a toujours des pré-réglages et là il n'y en a pas. Ensuite, nous avons Asus Mobile Manager qui va permettre de gérer l'utilisation des données, la batterie, accélérer, notifications, donc par exemple les cachets, etc. Alors, chose intéressante, c'est tout con, mais chose intéressante, c'est qu'on peut savoir en fait le nombre de notifications qu'on reçoit dans la journée. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Après, c'est... Comment dire ? À la fois, c'est intéressant, à la fois, c'est assez inutile. Mais c'est comme tout, après. On peut y trouver notre intérêt. Là, on va pouvoir nettoyer donc les applications, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Autorisation. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons Do It Later. Donc là, c'est les tâches à faire. Nous avons la galerie que je trouve assez sympa. Donc on l'a ici.
Ensuite, nous avons aussi dans cette façon de faire, on peut même gérer en fait ce qu'on a mis récemment dans la corbeille avant que ce soit supprimé complètement. Alors ici aussi vous voyez un thème spécifique, on peut changer de thème. Et ce qui est bien c'est que c'est des thèmes, en fait c'est un launcher qui est compatible avec les thèmes cyanogènes. Ce qui fait que Asus là-dessus est plutôt bien, donc on va pouvoir mettre une multitude et une multitude de thèmes. Donc par exemple si on va aller sur le Play Store, on va terminer et après je vous montrerai ça. Nous avons un gestionnaire de fichiers qui est assez sympa parce qu'il reprend donc le système un peu simplifié et en plus de ça derrière après on va pouvoir accéder à la partie explorateur de fichiers classique. Ensuite, on a forcément toutes les applications Google, on a l'application Lampe Torche, sachant qu'on a aussi le raccourci Lampe Torche qui est ici. Alors après, il faut le mettre dans les raccourcis parce qu'on a plusieurs de ce type de raccourcis. On a les mémos rapides, on a le magnétophone, on a donc la météo, je vous l'ai montré, Mini Movie qui va permettre en gros de créer des petits films à partir de vos films ou de vos photos et qui va vous proposer un montage avec une petite musique, donc ça peut être sympa pour certains et on peut voir certaines choses qui ont été faites, donc ça c'est la chose assez sympa. Donc par exemple une journée, moment d'une journée, donc on va voir chargement court. Donc là, il est en train de faire le montage justement de l'aperçu. Et si on aime bien, après, on va pouvoir gérer ça. Donc là, en fait, on va voir en fait l'aperçu. Et là, en fait, c'était mes photos de nuit justement. J'ai toujours pas monté. Bon, vu que c'est des ronds, ça ne sert à rien. On voit pas grand-chose. Mais c'est assez sympa parce que ça va permettre de voir pas mal de petites choses. Et normalement, il y a une petite musique. Bon, la musique en soi est pas très très sympa, mais bien évidemment vous avez des trucs qui sont préfaits, après vous pouvez prendre vos propres musiques, donc ça à vous de voir, mais c'est assez sympa toujours d'avoir ce genre de truc, si vous voulez partager des bons moments. Après bon, il faut en voir l'intérêt, le truc c'est qu'il y en a beaucoup des choses. Ensuite on a My Asus Service Center, qui est un système en fait pour nous aider tout simplement. Ensuite, on a aussi ZenTalk, etc. Enfin, le problème, c'est que là, par exemple, ils auraient pu mettre tout en une seule fois. Là, on a My Asus Center pour nous aider. On a ZenTalk, on va y voir, bon, il est en train de chercher, mais vous comprenez, hein, c'est du service. Pour l'aide, tout simplement. Donc là, on a le thème que j'utilise justement. On a photocollage aussi, qui aurait pu mettre dans Mini Movie aussi. Mais bon, c'est un peu ça. On a Puffin Brothers, qui est un navigateur, tout simplement, sachant qu'on en a déjà un de base. Donc, ils vont en mettre un deuxième. Donc ça c'est un peu dommage. Ensuite, on a sauvegarde d'application. Donc si on veut sauvegarder nos applications, tout simplement, contact, etc. On a Share Links. Donc là ça va être pour partager d'un appareil à un autre. Donc même avec un PC par exemple. Nous avons hop, ici donc Splendid qu'on a vu tout à l'heure parce qu'il est aussi dédié en application. Nous avons aussi donc les thèmes justement. Donc les thèmes, sachant que vous pouvez aller les chercher sur Play Store, mais vous avez aussi une partie spéciale thème, donc assez sympa. Vous avez un petit peu de tout, donc c'est assez complet. Vous avez des gratuits, des payants, etc. Et vous pouvez les retrouver sur le store aussi, tous ces thèmes-là. Ensuite, nous avons Web Storage, donc là qui va être en gros, c'est un cloud de chez Asus, donc ça c'est le côté un peu classique, donc après vous pouvez aller chercher ailleurs. Et nous avons ZenCircle, qui est en gros un petit réseau social, enfin ah non, c'est pardon. Oula, je suis ZenCircle, donc là pour la VR tout simplement. Donc voilà, c'est après à vous de voir, mais ça fait encore un truc supplémentaire. Et ce qui fait que ça fait beaucoup en fait, sachant qu'il n'y a pas forcément toutes les applications Asus dans le téléphone, vous en avez d'autres via le Play Store. Et vous avez le ZenTalk en fait qui va vous permettre de voir en fait les forums d'Asus au niveau des mises à jour, au niveau des questions tout simplement. Donc voilà, un petit peu le tour de cette surcouche. Alors là je l'ai fait rapidement, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus précis, vous avez aussi le test du Zenfone 3. Ensuite, donc on peut voir ici en fait que tout est déjà en fait, on a tout qui est déployé, en fait, développé au niveau des notifications, c'est-à-dire qu'on voit déjà tout. Et vous voyez, par exemple, on a aussi ça, en fait. On peut gérer nos notifications directement ici, on peut les effacer là. Alors, j'aime bien l'emplacement de la façon de s'effacer. C'est correct. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Après, c'est, voilà.
Alors, maintenant que j'utilise le Zenfone 3 plus ou moins régulièrement, cette surcouche me plaît, enfin, me gêne moins parce que je me suis habitué et je fais outre cette multitude d'applications et d'options. Mais clairement, quand on le reçoit, ça fait beaucoup. C'est une surcouche qui est lourde, qui est vraiment lourde visuellement, et qui est lourde dans le sens où, par exemple, Splendid, on va le retrouver, donc, comme je vous l'ai montré, dans l'affichage, donc c'est-à-dire qu'il est intégré dans la partie paramètres, mais il est aussi dans la partie ici application. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve dommage, parce que ça alourdit vraiment le téléphone. Ça l'alourdit complètement. On a une tonne d'options, et le problème, c'est qu'il tombe en fait dans un côté Samsung, il y a un côté Samsung qui peut déplaire, parce que ça déborde d'applications. Ça déborde. Et ça fait trop, en fait. Ça fait vraiment trop. On voit trop de Asus. Et ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'il fasse comme comme Samsung, c'est-à-dire revenir plus à des fondamentaux, garder des options qui sont un peu particulières, qui peuvent être très sympas, comme génie du jeu, qui permet par exemple de gérer, alors ici je vais le montrer, qui va permettre en fait de gérer, hop, ici, forcément, c'est pas ici que je l'utilise, en général c'est sur le Asus qui est là, et qui en gros permet de gérer un booster de vitesse. Alors je suis pas sûr que ça a un intérêt réellement. Par contre, on a ce côté direct enregistrement, donc de la diffusion en direct via la chaîne YouTube ou Twitch. Donc ça c'est une bonne chose. Où nous avons aussi l'enregistrement local, sachant que sur le Zenfone 3 normal, il enregistre en 720p. On va essayer rapidement ici. Et on peut même avoir cette petite boîte qui est là. Alors, on va regarder rapidement en quel média. On peut même avoir sa petite. Voilà. Donc, ça permet d'avoir un aperçu rapide. Et si on regarde, non, ce n'est pas là. Game Genie. Alors, ce que j'aimerais bien, non, ce n'est pas ça. Hop, on va aller chercher. Je ne sais pas. D'habitude, j'y arrive assez. Ah, voilà. Voilà. Donc là, il est en 720p toujours. Donc voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser, voilà, ça permet quand même. C'est une bonne alternative à Samsung qui fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'enregistrer, s'envoyer sur YouTube. Là, ce qui est bien, c'est que c'est YouTube et Twitch. Donc c'est un petit plus. Par contre, on peut faire aucun réglage par rapport à ça. Ça, c'est assez dommage. C'est-à-dire qu'on va pas choisir réglage entre 720p, 1080p ou quoi que ce soit. Sachant qu'en plus, le Zenfone 3 Deluxe a un Snapdragon 820 qui peut largement enregistrer en 1080p sans problème. Donc après voilà, c'est la petite chose sympa, on va dire, pour le côté jeu, si vous voulez partager. Par contre, c'est une surcouche qui est très lourde, et ça c'est dommage. C'est vraiment lourd. Comme on peut le voir, on va aller chercher, hop, ici. Après, c'est plutôt rapide. C'est pas plus rapide que le Zenfone 3, mais c'est plutôt rapide. On a les 4 Go de RAM qui aident aussi, on a les 64 Go de ROM aussi, sachant qu'on a la version de 256 Go. Donc ce qui fait que c'est un téléphone qui... Voilà, la surcouche est lourde. Après, au fur et à mesure du temps, on s'y fait, mais ça reste quand même lourd. Là, par exemple, j'ai mis un thème assez sympa. Il y a quand même des choses qui sont sympas dans la surcouche, mais qui dès le départ, agressent beaucoup, en fait. Elle agresse beaucoup trop, et qui reste quand même lourde tout le long du truc. Il y a des choses sympas, mais c'est trop, quoi. C'est vraiment trop. Donc là, il faut juste que... Faut pas que ça vous dérange, ou au moins vous soyez prévenu là-dessus. Parce que même, par exemple, l'application photo, vous voyez, donc on a... Ça représente un peu aussi le délire d'Asus, c'est que regardez tous les modes qu'on a. Regardez, mais il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Et ça fait trop en fait. Et on a le mode manuel. Le mode manuel, en soi, de base, c'est très envahissant. Dès qu'on va aller ouvrir une option, c'est envahissant en fait. Donc, c'est... Comment dire ? C'est trop. C'est trop ou c'est mal implanté, ce qui fait que ça fait trop. Donc il faut qu'il fasse quelque chose à Asus, qu'il fasse une refonte pour que ce soit visuellement moins lourd. Sinon, à part ça, en fait, ça tourne plutôt bien. Hein. Franchement, ça tourne plutôt bien. Au niveau de l'écran, alors là, on a un écran AMOLED, donc un écran en 1080p. Donc ça, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on ne pas aller chercher de la 2K, histoire de pas trop consommer. Donc un écran AMOLED qui, donc en termes d'angle de vision, en termes de l'unité minimum, au minimum, on est vraiment sur quelque chose d'assez bas, mais
on peut mieux faire, hein, ça reste quelque chose d'assez correct, mais on a quelque chose qui est encore très visible à la caméra. Il y a des appareils qui vont beaucoup plus bas, et en termes maximal, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est très lumineux. Donc ça, c'est une bonne chose. Et on se retrouve avec un appareil qui a un très bon écran. Alors moi, j'aime globalement bien les AMOLED, mais là, on a un très bon AMOLED qui a des belles couleurs. Et qui en plus de ça, on peut le gérer. Alors ça c'est dans tous les Asus, mais ce qui est bien c'est qu'on peut le gérer plutôt bien. On va voir pas mal de choses, mais de base il est bien réglé. Donc ça c'est une bonne chose. Et on va pouvoir aller chercher, voilà, si vous voulez quelque chose de très très saturé, vous pouvez. Donc ça c'est quelque chose de bien. On va pouvoir gérer le chaud ou le froid. Donc pour ceux qui veulent. Donc ça c'est une bonne chose, j'aime bien l'écran, j'aime beaucoup l'écran, il est très agréable à regarder, j'apprécie beaucoup, parce que voilà, c'est-à-dire que au niveau des couleurs c'est plutôt bon, on a, parce qu'en général le souci qu'on peut avoir avec les AMOLED, c'est que le blanc soit pas très blanc, ou soit dans un ton de gris ou de jaune surtout. Là ce qui est bien c'est qu'on a un vrai blanc, il a été bien maîtrisé. Il n'y a pas beaucoup de marques au-delà de Samsung qui arrivent à bien maîtriser un AMOLED, mais là ils ont bien maîtrisé l'AMOLED, on peut voir là il est assez, on peut voir le blanc est vraiment pas mal. On va essayer, voilà, forcément. Là, forcément, la caméra, ça le fait pas forcément parce que j'ai changé un peu la couleur par rapport à la lampe. Mais le blanc est très bon. C'est un beau blanc, c'est quelque chose, enfin, les couleurs sont assez vives sans être ternes, tout en étant, comment dire, proche de la réalité au niveau des choses. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, c'est un écran que j'apprécie beaucoup parce que tout simplement il est agréable visuellement, il est lumineux et on a un filtre bleu aussi qui est intégré. Alors un peu léger, ça c'est dommage, par contre on peut pas le régler. On peut pas régler comment dire, le filtre est pas forcément aussi bien que ce que j'aimerais, mais il est présent. Et ce qui fait que voilà, c'est pas agressif pour les yeux, il est agréable. En plus, on a peut-être un petit effet de parallaxe, c'est joli, mais ça, c'est pas l'écran. Mais voilà, un écran qui est joli à regarder, qui est vraiment sympa. Ceux qui cherchent un AMOLED, ils vont être ravis, parce qu'il est bien maîtrisé, et il n'y a pas toutes les marques qui le peuvent. Donc ça, c'est une bonne chose. En plus, ils ne sont pas allés chercher dans la 2K, le 1080p est largement suffisant. Donc c'est une bonne chose. Si je compare par exemple à l'Idol 4S, qui a un écran 2K, l'intérêt est quasi nul. Et puis en plus de lui, il a de meilleures couleurs. Il est vraiment bien maîtrisé, donc ça c'est une bonne chose. Alors au niveau du son, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons l'assistant audio qui est assez sympa. Donc là il est en mode intelligent, il va être en mode musique. Et clairement j'ai beaucoup aimé la jack de ce téléphone, qui je trouve un son vraiment sympa. Le son est vraiment clair, on a quelque chose de vraiment détaillé. Je les ai testés donc avec mes nouveaux Intra Xiaomi qui sont justement prévus dans ce style-là, vraiment précis et neutre. Et on a quelque chose de vraiment agréable à l'écoute. On va aller chercher quelque chose d'un petit peu plus agité. Je ne sais plus ce qui est agité. Mais on a quelque chose qui est vraiment sympa. Franchement, la partie Snapdragon, et en plus Asus a bien maîtrisé le côté la DAC, le DAC. Donc ça, c'est une bonne chose et on a droit à un son vraiment sympa aux oreilles. Donc ça, c'est vraiment la bonne chose. On a quelque chose de neutre, etc. À savoir qu'en plus de ça, on va pouvoir vraiment gérer précisément, si on va aller chercher dans le mode, donc dans les effets avancés, on va pouvoir vraiment booster les basses et ça se ressent vraiment. Donc ce qui fait qu'il faut vraiment savoir le régler avec vraiment savoir les régler. Et de base, ce que j'aime bien, c'est que j'ai même pas besoin de le régler, il est très bien réglé et on a un son vraiment précis. Donc on va pouvoir, avec des casques ou des intras un petit peu chers, un petit peu précis, avoir un bon son. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, par contre, donc le côté ici, donc ils ont dit qu'il y avait une amélioration par rapport au parleur. Et là, je suis beaucoup moins d'accord. Là, on a un son qui est pas bon du tout à l'écoute. On a un son, on a un parleur qui est assez moyen. Et on n'entend pas beaucoup de basses, on entend bien les médiums. Les médiums sont énormément mis en avant. Donc ça, on peut le mettre en avant parce que c'est souvent les aigus qui sont mis en avant. Mais là, c'est les médiums et ça s'entend vachement et ça s'entend même beaucoup trop. Donc, c'est pas terrible. On a un son qui reste assez clair.
Mais les médiums et les aigus sont forcément beaucoup plus en avant. Les basses restent assez en retrait, ce qui fait qu'on est sur un smartphone qui, en termes d'haut-parleurs, c'est pas là-dessus qu'il faudra compter. Il y a des haut-parleurs qui sont bien mieux, c'est dans la moyenne de ce qu'on a, mais il n'y a rien de transcendant sur cet appareil-là. Alors, au niveau de la photo, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a énormément de modes. On va avoir du HDR Pro, du manuel, de la retouche d'image, super résolution, éclairage faible, nuit, etc., etc. Donc, des choses assez sympas. Et on a un IMX 318, donc un des derniers capteurs de chez Sony. Mais il est vraiment pas extraordinaire. C'est-à-dire que je l'ai comparé, en fait, j'ai pu faire un comparatif, il faut que je le montre surtout de nuit ou de jour avec le S7 et le Zenfone 3 normal. Et la différence entre le Zenfone 3 normal ou la différence avec le S7, c'est en soi assez proche. Et de nuit, il n'est pas forcément très intéressant. Parce que dans le mode automatique, il va pas être, forcément le meilleur. Il va pas forcément donner les meilleures images. Par contre, il va avoir un mode qui est assez sympa de nuit. C'est le mode éclairage faible, que j'apprécie beaucoup. Alors, ce qui est bien par rapport au Zenfone 3, par contre, c'est que comme il y a plus de pixels, derrière, en fait, ce mode-là, en éclairage faible, là, au lieu d'être en 3 mégapixels sur le Zenfone 3, il est en 5. Quel est l'avantage d'être en 5? C'est qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu plus détaillé. Et au final, on se rapproche pas mal de ce que propose le Galaxy S7. Et ça, c'est assez impressionnant. Par contre, donc si on regarde, on va aller chercher. Là, voilà une journée. Donc là, c'est de nuit. Il faut savoir que c'est de nuit. Donc il est 3 ou 4 heures du matin. Et voilà ce qu'on arrive à voir. En termes de détails, on va pouvoir avoir quand même pas mal de détails, comme on peut le voir ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Surtout pour un téléphone. Voilà. C'est-à-dire qu'en mode auto, ça donne ça. C'est pas du tout terrible. Ça fait presque vieille photo. Mais vraiment, là, on est de nuit. Et on peut faire des bonnes images. Là, c'est de nuit aussi. Donc là, j'ai fait toute une partie de nuit. Donc par exemple, ici, c'est le mode normal, sans l'éclairage faible. Et là, c'est le mode avec éclairage faible. Et la différence est quand même vraiment impressionnante et on récupère pas mal de choses. Alors, selon les endroits, on va récupérer plus ou moins de détails. Mais face au Galaxy S7, il se défend pas mal de ce point de vue-là. On va aller chercher plus du côté jour. Donc là, par exemple, ici, on va voir, là par exemple, la mise au point c'est mal faite. Ça c'est cool. La mise au point c'est mal faite aussi. Donc ça va pas être intéressant. Ici, par exemple, on a cette petite photo. Donc bien sûr, vous avez les deux albums photos de jour et de nuit dans la description. Après de jour, je trouve que par rapport au Zenfone 3, pareil, au niveau des détails, on n'y a pas de gros gains. C'est même à peu près pareil. Parfois, on y perd aussi. Donc, un appareil photo que je trouve pas forcément... la différence de prix entre le Zenfone 3 et le Zenfone 3 Deluxe ne permet pas de dire que l'appareil photo est vraiment meilleur. Loin de là, on est quelque chose, même les mégapixels ne font pas la différence. Donc c'est pas là-dessus qu'on va vraiment avoir un gain. C'est quelque chose à savoir. Après, on peut quand même, donc en termes de qualité vidéo, on est sur de l'HD, Full HD ou HD 60 fps ou même 4K. Donc ça, c'est une chose sympa. On a bien sûr de ça. En plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'on a un stabilisateur optique et électronique, donc c'est assez sympa. Ça permet d'avoir une image plus stable. Donc là, par exemple, on sent que c'est stabilisé. Sinon, quand je tremble, là, ça tremble quasiment pas. Donc c'est quelque chose d'assez sympa. Ça permet d'avoir des photos un poil plus nettes. Mais par rapport au Zenfone 3, j'ai pas été emballé plus que ça. Il fait pas forcément mieux. Donc ça, je vous invite à regarder l'album. Mais après, il a une tonne d'options qui peuvent être sympas. Donc d'ailleurs, je vous ai même pas montré, mais on va avoir, je vous ai montré très rapidement. Ce qu'on peut retenir, on peut avoir donc la profondeur de champ, mais pas forcément parfaite. Le éclairage faible de nuit qui est vraiment sympa. Le mode HDR peut sortir des bonnes choses. Par contre, le mode HDR est beaucoup moins efficace que sur le Zenfone 3. Le Zenfone 3, avec son mode HDR, il est extrêmement efficace et il peut faire ressortir de super belles photos dans le sombre et il les ressort beaucoup mieux que sur celui-là. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On a aussi le mode miniature. Donc vous avez un petit peu le côté un peu où on peut faire le côté un peu jouet. On peut le faire avec ça, à condition de savoir les faire. Donc chose assez sympa. Après, on va avoir le même souci que le Zenfone 3 là, c'est-à-dire que là, il n'arrive plus à faire la mise au point. C'est que la mise au point est parfois un peu hasardeuse. Pas parfaite, loin d'être parfaite. Je pense que c'est dû à l'utilitaire d'Asus qui le gère pas forcément très bien. Mais globalement, ça reste un bon appareil photo, mais pas forcément le meilleur. En tout cas, par rapport au S7, on est sur quelque chose de très très similaire. Alors pourtant, il a 2 fois plus de pixels.
Et par rapport au Zenfone 3, je préfère limite les photos du Zenfone 3 qui sont pour moi un peu meilleures. Voilà, c'est-à-dire que c'est un appareil photo mais qui est pas forcément parfait. Donc je suis pas forcément le plus emballé. Il fait le taf, mais par rapport au Zenfone 3, j'étais un peu déçu. Je m'attendais quand même à mieux que ça. Au niveau de l'autonomie, donc là on a une batterie de 3000 mAh avec un écran Full HD AMOLED et un Snapdragon 820. Et pourtant, j'étais assez déçu de la batterie. Elle m'a pas du tout, j'ai pas trouvé ça vraiment ouf dans le sens où l'autonomie est moyenne. J'arrive à peu près à faire 5 heures, mais pas plus. Et c'est assez étonnant. Parce que j'aimerais bien... On va arriver à... Voilà. Donc là, à 29%, par exemple, je suis à 3 heures, ce qui est pas cool. Je suis sur des... une autonomie qui est très très moyenne. Alors les premières autonomies étaient encore moins bonnes, mais une fois que j'ai fait la mise à jour, j'étais sur une autonomie qui était vraiment pas extraordinaire en fait. Les 3000 mAh j'ai l'impression, sont mal optimisés. Parce que par exemple sur un Xiaomi Mi 5 on arrive à faire normalement avec tout à peu près pareil, le Mi 5 arrive à faire 6 à 7 heures écran allumé. Là on est loin des 6 à 7 heures, on est sur du 5 heures, 5 heures et demie pas plus. Donc je suis très déçu, surtout qu'on a un écran AMOLED, c'est censé moins consommer et clairement là c'est pas du tout le cas. Là, on consomme, ça a l'air d'être de beaucoup consommer, puisque là, par exemple, l'appareil commence à être bien chaud, et ça se ressent, c'est-à-dire que normalement, il devrait être à peine chaud sur une utilisation tout à fait classique, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, je pense que les ressources du Snapdragon 820 sont très mal utilisées, parce que le Zenfone 3, par exemple, avec le S625, est beaucoup mieux géré. J'ai une meilleure autonomie avec le Zenfone 3 qu'avec le Zenfone 3 Deluxe. Alors que le processeur en soi, c'est un processeur plus milieu de gamme, donc forcément moins performant normalement côté énergétique. On est sur la même finesse de gravure, et là en plus le Zenfone 3 il a un écran qui va plus consommer, et qui en plus de ça, on a une batterie qui est plus petite, avec du 2650 mAh. Donc j'ai une meilleure autonomie avec le milieu de gamme que l'haut de gamme. C'est un petit peu dommage, je m'attendais à mieux, et je suis un peu déçu, et puis c'est vrai que c'est un peu le souci, c'est que ça sent très vite à une utilisation normale, le téléphone chauffe. Donc je pense que Asus a des petits soucis sur le développement du Snapdragon 820 et l'utilise pas forcément comme il faudrait, ce qui fait qu'il consomme beaucoup plus qu'il devrait consommer. Donc en espérant qu'avec des futures mises à jour, voire Nougat, on aura droit à une amélioration de la consommation et qu'on pourra atteindre une autonomie beaucoup plus intéressante. Au niveau des benchmarks, donc là on est sur un Snapdragon 820, donc un processeur 4 cœurs avec une architecture propriétaire de chez Qualcomm, et donc on est sur un espèce de Big Little, donc c'est-à-dire que c'est 2 cœurs haute performance et 2 cœurs basse performance. Donc on est sur la version à 2,15 GHz, et après on a 2 cœurs à 1,6 GHz. Donc, nous avons dans l'historique, donc si on regarde un petit peu, donc là on est sur un score qui est très stable, c'est-à-dire qu'on fait du 1483, enfin 1500 en simple cœur et 3800 en multicœur. Sachant que sur des multiples tests, il est très stable, il ne perd jamais en performance, donc ça c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'il est très stable. Par contre, au niveau des performances globales, si on regarde, c'est pas digne du haut de gamme. Dans le sens où, en simple cœur, on fait un peu moins que le S7. Le S7 fait mieux, il fait mieux à peu près 1700 d'après mon dernier test. Donc c'est pas dingue. On peut voir le S7 là qui est à 1800. Donc c'est-à-dire que c'est un processeur, la partie haute performance est moins performant que le S7. Et la partie multicore, elle, donc là si on regarde, on est sur le S7 en S800, donc forcément on fait la même chose. Si on regarde, on est sur la même chose que le 650 qui a du Cortex A72, alors que le S7, lui, c'est du Mangou, c'est du propriétaire. Du Cortex A72, mais en 28 nanomètres, sachant que c'est un gros test, forcément, il va baisser un petit peu en fréquence, parce que 28 nanomètres, ça chauffe, et que c'est un gros processeur. Donc, ce qui fait qu'on est sur un score en demi-teinte, c'est-à-dire que c'est bon, ça reste un processeur puissant, simple cœur, mais moins puissant que les plus puissants qu'il y a, comme par exemple les Kirin. Le Kirin 950 ou 960 fait beaucoup plus, et donc ils font 1700-1800, mais surtout le multicœur, c'est là où c'est assez bas, et là on se retrouve avec un score qui est très moyen. 3800, c'est loin d'être dingue, et là on regarde le Note 7, lui il fait
Le Note 7 ou S7 fait 5200. Il faut savoir que le Kirin 950 fait 5200 aussi. Il faut savoir que nous avons le Snapdragon 625 qui lui fait 4000. On a le MediaTek Helio X20 qui lui fait 4500. Donc là, on est sur un score qui est clairement pas extraordinaire du tout. Certes, c'est largement suffisant, mais on est sur un téléphone qui, clairement, comme on peut le voir, qui équivaut au Galaxy S6 en 7420, donc de l'année dernière. On est limite plus proche au final du Galaxy Note 4 avec un Exynos 5433 qui a 2 ans, voire plus, que du S7 au final. On est en termes de CPU, Qualcomm est loin d'être dingue, donc c'est clairement pas dingue du tout. C'est très très limité en termes de puissance, beaucoup plus. Enfin, ça risque d'être beaucoup plus limité dans le temps que les processeurs du S7 ou du Kirin ou MediaTek. On se retrouve sur la partie GFX Bench et là on se retrouve sur le côté très positif des Qualcomm, c'est notamment la partie graphique. Donc là on fait un score de 1718 sur la partie longue performance, donc ce qui est une bonne chose, hein. C'est-à-dire qu'il est très très performant, par contre il consomme énormément, c'est-à-dire que là ça a consommé 25% de batterie pour une demi-heure de test, c'est énorme. On peut voir que en gros il y a une petite baisse de performance, c'est-à-dire qu'on commence à 1875 et il descend à 1718, donc on a juste 5% de perte en fait, même pas, c'est 100 frames, donc c'est que dalle, c'est à 5%, mais on est clairement dans le très haut du panier sur Android. Donc on va revenir, hop, ici. Alors ce qui est bien, c'est que l'avantage, c'est que c'est du Full HD, donc en plus de ça, il va permettre de rester très performant. Donc là, on est quasiment à l'équivalent de l'iPhone 6S, qui lui est en 720p, donc ça veut dire que c'est très performant. On est quand même loin de l'iPhone 7, donc forcément, puisque lui, il est en 720p aussi, on y est loin. Si on est en 720p sur du Qualcomm, ça doit être extrêmement performant. Si on descend, donc là, si on regarde, on a de plus X-Compact qui, lui, est avec un Snapdragon 650, donc là on commence à perdre. Maintenant 600, je sais même plus ce qu'il a. Mi Note 2 qui lui a un Snapdragon 820, mais par contre il est beaucoup moins performant parce qu'il est en Quad HD. Ensuite on a le Mi Mix, X Performance, Huawei Mate 9 qui est lui moins performant aussi, le Echo le Pro 3, Meizu Pro 6 Plus, donc lui qui est équipé du processeur du S7, mais il est en 1080p par contre. Donc là on est à 800, donc on est 2 fois moins performant. Le Pixel en Quad HD, lui aussi il a 700, donc 2 fois moins performant. Ensuite nous avons par exemple le Swift de plus, lui il est en 720p avec un petit Snapdragon 430. Et là on va aller chercher assez bas. On a le Verne Apollo Lite qui est là, qui est 3 fois moins performant, avec aussi un écran 1080p, donc là avec un Helio X20. Et là on a le S7, donc avec écran 2K aussi, qui est en 414, donc là 1718. Alors, donc ce qui fait qu'en termes de benchmark, il est très bon, en termes de jeu, c'est pas forcément le cas, il restera meilleur, mais on n'est pas sur une aussi grosse différence. Mais clairement là-dessus, Qualcomm sait gérer, et on a un très bon processeur graphique qui se place parmi les meilleurs, et qui permet un petit peu de comparer face à la concurrence. Donc si on regarde les iPhones, l'iPhone 7 Plus, bah lui il est pas mis. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est dommage, on va pas pouvoir comparer réellement. On a du Manhattan, donc le Manhattan, si on met en 1080p, l'iPhone 7 Plus fait quand même mieux. Et comme il est en 1080p, on a quand même quelque chose qui est meilleur. Donc voilà, petite info. Mais sinon voilà, en processeur graphique il est très bon, mais c'est dommage, en CPU on est quand même beaucoup moins bon. On se retrouve sur la partie jeu, on commence avec Asphalt Extreme, donc un des derniers nés de chez Gameloft, donc un jeu qui est quand même assez beau, reste que le gameplay pas forcément ouf, mais on est sur un jeu qui est quand même assez sympa, et on peut voir que clairement on est sur le Snapdragon 820 le gère complètement, on n'a aucune baisse de framerate, donc ça c'est une bonne chose, hein, on est sur du 60 fps constant. Et ça se ressent vraiment, et là je me suis tollé comme une merde, et on peut le voir ici, donc ça c'est vraiment sympa. On va voir, en plus on a pas mal de choses qui sont affichées à l'écran, donc
Donc là-dessus, la partie graphique du Snapdragon 820 devrait tenir pas mal de temps. Donc ça, c'est une bonne chose. On se retrouve sur Angry Shark Evolution. Donc là, le dernier né d'Angry Shark, tout simplement. Donc un petit jeu sympa. Donc là, pareil, hein, le jeu va pouvoir suivre sans problème. Au niveau de l'appareil, donc ça... On sent que ça chauffe un poil, mais comme on a un dos qui est en métal et que l'appareil est gravé finement, l'appareil chauffe pas trop, donc ça reste tout à fait correct. Donc ça, c'est plutôt le côté un peu sympa. Donc ça, c'est une bonne chose. Là où ça risque de chauffer, c'est plus sur vraiment des très très gros jeux, type par exemple XCOM. Ça, c'est vraiment un jeu qui fait vraiment consommer énormément et qui peut vraiment faire exploser la température du téléphone. Mais bon, pour la plupart des jeux, il n'y aura pas de problème. Ça devrait tenir un petit peu de temps, à voir comment ça va évoluer avec le temps derrière. Mais bon, un Snapdragon 820 à l'heure actuelle reste toujours très bon en termes de jeu. Donc c'est un peu la force de Qualcomm là-dessus. C'est que là-dessus, ça vieillit plutôt bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, que peut-on dire de ce smartphone? Eh bien, c'est un téléphone qui est quand même bien réussi de la part d'Asus. Mais on sent en tout cas en termes de communication que c'est pas forcément sur lequel ils ont le plus capitalisé. On a un téléphone qui quand même est très bien fini. On a la disparition des antennes qu'on peut voir si ça fait bien. Voilà, on peut le voir ici. On n'a pas d'écran de 2,5D, ça change. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose qui, au final, ne perturbe pas du tout. Au final, et ça rend même plutôt mieux, et c'est beaucoup mieux, surtout pour tout ce qui est film de protection. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais voilà, donc c'est un téléphone qui, on sent qu'il est plus mis. C'est pas le plus intéressant, c'est pour dire, on a sorti en haut de gamme, mais pas forcément plus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de travail qui a été fait sur le Zenfone 3. Et beaucoup plus de communication sur le Zenfone 3 que sur le Zenfone 3 Deluxe. Pourtant, il y a des bonnes choses, notamment le fait qu'on ait un écran AMOLED, c'est un Snapdragon 820 qui est très bien, notamment pour les jeux. On a le lecteur d'empreintes, un appareil photo qui est tout à fait correct, mais qui est quand même... Enfin, le lecteur d'empreintes et l'appareil photo sont pas vraiment mieux que par rapport au Zenfone 3. On a une très très légère évolution de l'appareil photo, mais on le voit pas vraiment. On voit vraiment pas vraiment, donc ça c'est dommage. On a toujours du USB Type-C bien évidemment. Là où on a vraiment un plus, c'est surtout au niveau de la jack. Donc ça c'est plutôt bien. Après on a celui qui est intéressant, c'est celui qui est en 256 Go. Ça c'est le truc qui est vraiment bien. Et là on va pouvoir stocker vachement de choses. Donc ça c'est vraiment bien. Mais voilà, c'est un téléphone, c'est assez intriguant. C'est-à-dire qu'il est intéressant, mais quand on voit le Zenfone 3, le Zenfone 3 est plus intéressant. C'est vraiment pour ceux qui veulent avoir une phablette un peu plus bling-bling, un peu plus voyant, entre guillemets, que ça pourra vous intéresser. Mais si vous voulez un téléphone qui reste assez compact, aussi autonome, avec un écran qui reste tout à fait correct, etc., le Zenfone 3 normal est tout à fait suffisant. Dans l'utilisation, au-delà du côté phablette, au-delà de la AMOLED, parce qu'il est vraiment bon, entre les deux, j'ai pas vu de différent. D'ailleurs, dans la prise en main, au niveau des performances, ça se joue pas forcément beaucoup au final. Ça joue même à peu, et pour la plupart des jeux, la partie graphique du 820 va pas forcément être utile. Elle sera utile peut-être dans quelques années, mais elle est beaucoup trop performante pour être utile à l'heure actuelle, sachant que les jeux sur Android sont faits pour être sur un maximum de plateformes. Même sur des téléphones entrée de gamme, donc ce qui fait que l'intérêt va être assez limité. Néanmoins, donc on a un téléphone qui est quand même assez réussi, à voir dans le temps avec la partie CPU qui risque de moins bien vieillir que ses concurrents avec des vrais octo-cœurs de chez ARM. Ça, c'est la chose à savoir. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un très bon téléphone. Mais en fait, le doute que j'ai, c'est par rapport au Zenfone 3, est-ce qu'il vaut réellement le coup? Est-ce que vous êtes prêt à mettre 2 fois la somme pour quelque chose qui va être un petit peu mieux? Je suis pas sûr que l'intérêt soit présent. On a quand même le Quick Charge qui est présent, qu'on n'a pas sur les Zenfone 3. On a une meilleure puce, on a un poil meilleur, l'appareil photo est un poil meilleur, mais vraiment de peu. La jack est quand même bien meilleure. Même si on en a déjà une bonne, hein, du côté du Zenfone 3, la jack est meilleure. L'autonomie, on va être sur quelque chose d'un peu moins bon. Donc, c'est difficile, j'ai du mal à trancher sur ce téléphone. Parce que autant on voit des efforts, clairement, il y a une différence au niveau des finitions, au niveau des matériaux, au niveau de la performance, mais autant dans l'utilisation, je la ressens pas.
Donc après, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire votre choix, de vous dire est-ce que je me contenter d'un Zenfone 3 ou peut-être d'un autre appareil qui va être dans ce prix, ou est-ce que j'ai envie de mettre la somme pour un appareil haut de gamme de ce style-là. Sachant qu'on va être quand même sur, au niveau de la prise en main, on va être mieux qu'un S7. Au niveau de l'écran, on va être sur quelque chose qui va être équivalent, on a un très très bon écran, que 1080p certes, mais c'est largement suffisant. On va avoir une autonomie qui va être équivalent à S7 Edge avec les mises à jour. Au niveau de la surcouche, je ne sais pas. J'espère qu'il y a une communauté. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment vu, en tout cas sur les Zenfone, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de communautés. C'est ça qui est un petit peu dommage aussi. Mais par contre, voilà, on a l'avantage, on a la mémoire, les 64 Go, on a même la version 256, les 4 Go de RAM, etc. Donc il y a quand même des choses, et ça a l'air plutôt bien suivi. Asus a l'air de faire vraiment beaucoup d'efforts pour s'améliorer sur différentes choses, notamment le suivi, qui est en train de déployer par exemple sur le Zenfone 3, et sur la qualité globale de leurs produits. Et ça se voit vraiment, la finition est vraiment, vraiment très bonne. Donc après, à vous de voir ce qui vous intéresse. Mais j'aurais du mal à trancher et je ne dirais pas s'il faut l'acheter ou pas. Pour moi, j'ai autant aimé l'expérience que le S7 par rapport à ce Zenfone 3 de luxe, mais je l'ai aussi très bien apprécié sur le Zenfone 3 normal. La différence m'a pas fait tilter tant que ça. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Si vous avez des questions particulières par rapport au téléphone, n'hésitez pas à liker ou partager si vous avez bien kiffé. Et bien sûr, vous avez toutes les informations dans la description. Et donc je vous dis à bientôt pour un prochain test.